Bien, bonjour à tous et à toutes. On va lancer cet atelier, comment obtenir des financements, trouver ses garanties, ses cautions. Alors j'espère que ça va vous intéresser et on va tout mettre en œuvre, en tout cas pour vous intéresser sur ce sujet-là, qui est ô combien crucial dans une création d'entreprise ou reprise d'entreprise, puisque vous allez sans doute être tous un peu contraints d'aller voir un banquier pour avoir quelques sous, parce qu'à moins que vous n'ayez gagné au loto la semaine dernière, je suppose qu'effectivement, vous allez devoir avoir recours à des prêts. Et ça les intéresse même si vous avez gagné au loto, mais c'est côté placement, là, pour le coup. Alors, pour ce qui me concerne, je suis donc Hervé Carnet, je représente Bretagne Active, qui est une structure de garantie bancaire sur la région Bretagne. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Bruno Judalet, je représente BPI France. Alors, BPI France, c'est une banque publique détenue par l'État et la Caisse des dépôts, qui est là pour financer, aider au financement des entreprises dans tous les stades de la vie de l'entreprise, donc création, transmission, développement, fonds propres. Voilà. Eh bien, bonjour à tous également. Donc Pascal Rouillet pour le Crédit Mutuel de Bretagne, en charge du marché des professionnels et entreprises sur l'ensemble de la Bretagne. C'est moi qui ai l'honneur de commencer. Donc il faut y aller. Donc comment obtenir ces financements, trouver ces garanties et ces cautions? Tout d'abord, avant de commencer, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur les termes que l'on utilise dès lors où on crée ou on reprend une entreprise. Donc, vous avez deux façons de vous installer. Vous avez la création de son entreprise, qui est la création qu'on appelle ex nihilo. Donc là, vous partez de rien. Voilà, vous êtes artisan plombier et vous décidez vraiment de créer votre entreprise en partant de rien, sans clientèle, sans camion, sans outils, sans rien du tout. Sauf votre savoir-faire, naturellement. Ou vous avez la deuxième possibilité, eh bien, c'est de se dire je peux créer mon entreprise en reprenant une autre entreprise. Donc soit en reprenant un fonds de commerce, voilà, de bars, de restaurants, soit un fonds artisanal. Donc, fonds artisanal, reprendre la clientèle justement de ce fameux plombier, ou racheter les titres d'une société existante. On reviendra dessus un peu plus tard. Alors s'installer aussi, c'est bien choisir la forme juridique et le régime fiscal de son entreprise. Alors on vous en a cité quelques-unes, hein, l'entreprise individuelle, l'URL, la SARL, la SAS, l'ASA, la CELAR, la SNC, il y en a encore un certain nombre. Alors pourquoi c'est important pour moi, banquier, de savoir comment vous allez, quel régime juridique et régime fiscal que vous allez choisir? Votre projet il pourra être identique dans le fond. C'est-à-dire, je suis plombier, je souhaite reprendre le fonds artisanal de monsieur Y. Eh bien, moi, en tant que banquier, j'aurai une approche différente si vous installez en entreprise individuelle ou si vous vous installez sous forme sociétale. Comprenez bien que pour la banque, si nous avons monsieur Carnet qui vient nous demander des fonds ou la société Carnet qui vient demander des fonds, la problématique ne sera pas la même. Et c'est là qu'effectivement, notamment le principe de garantie peut être différent selon le style de régime juridique que vous allez choisir. Donc pour nous, c'est des points importants. Entreprise individuelle, c'est une personne physique qui emprunte, qui engage son patrimoine personnel. Une société, c'est bien une forme juridique personne morale. Ce n'est plus la personne physique qui s'installe. Et donc forcément, ce n'est plus la personne physique qui engage son patrimoine, c'est une société qui engage son actif. Et c'est pourquoi, dans certains cas, et dans le cas d'une création, l'actif d'une société en création étant relativement faible, on va demander à vous, personne morale, de pouvoir eh bien, nous garantir le financement que vous empruntez. Et c'est là qu'on demande effectivement à Oseo, à la CIAJ, ou à Bretagne Active de pouvoir intervenir. Et ils vous expliqueront ça mieux que moi tout à l'heure. Alors s'installer, c'est tout d'abord être objectivement convaincu de l'intérêt et de la réussite économique de son projet
de sa création ou de sa reprise. Ça paraît couler de source, de se dire bah oui, je suis convaincu que mon projet tient la route et que je vais aller voir le banquier et que ça va bien se passer. Néanmoins, c'est mieux en l'écrivant et c'est encore mieux en le disant, parce que de par notre expérience, on voit des gens qui viennent nous voir, alors peut-être trop tôt ou trop tard, et qui ne sont pas encore totalement convaincus, ou en tout cas qui nous démontrent pas qu'ils sont convaincus que son projet, c'est le plus beau projet qu'on ait jamais vu. Et donc forcément, si on a des gens en face de nous, moi banquier, j'ai une personne qui souhaite créer son entreprise et qu'on sent qu'il doute, comprenez bien que nous aussi on doutera. Et retenez quelque chose, un banquier quand il doute, il dit non. Il dit non parce qu'il engage les fonds, bien sûr, de sa banque. Moi, Crédit Mutuel de Bretagne, j'engage les fonds en tant que banque mutualiste de mes sociétaires, dont certains ici en font partie. Et donc forcément, je n'ai pas droit d'avoir de doute. Je n'ai pas toujours raison, j'ai quelquefois tort, mais en tout cas, je n'ai pas le droit d'avoir de doute sur le fait que quand je vais installer quelqu'un, ce quelqu'un-là, dans 10 ans, il sera toujours présent. Alors, s'installer, c'est être convaincu vis-à-vis de ses partenaires, dont la banque, par la présentation avisée, méthodique et prudente de son projet. Quand vous allez voir votre banque et que vous dites « mon projet, c'est le plus beau du monde », oui, il faut que vous le croyez, il faut que vous en soyez convaincu, naturellement, mais il ne faut pas arriver avec des chiffres exponentiels en disant bah voilà, je suis plombier, je vais faire 10 millions de chiffres d'affaires. Très bien, mais comment vous pouvez y arriver? Voilà, il faut garder ce caractère prudent. Prudent ne veut pas dire pessimiste. Il faut faire attention sur les termes. Les termes sont bien choisis. La prudence ne veut pas dire pessimisme. Alors, ce qu'il faut savoir quand on s'installe, il y a des causes principales d'échec. Donc, un prévisionnel d'exploitation trop optimiste, je viens de vous le dire, annoncer déjà dans les 3 premières années qu'on va faire 10 millions de chiffres d'affaires, eh ben, il faut nous prouver par A plus B. Le deuxième point, c'est une mauvaise anticipation des besoins de trésorerie qui peuvent apparaître. Et ça, c'est le gros point. S'il y a un gros point à retenir, notamment dans la création de son plan de financement, c'est la trésorerie. Et l'anticipation des besoins de trésorerie que vous allez avoir pour votre activité. Et donc là, c'est vrai que surtout dans le cas d'une création, quand on est dans le cas d'une reprise, on a la chance d'avoir l'historique du cédant qui permet de nous dire, bah voilà, en trésorerie, j'avais l'habitude de fonctionner avec un volet de 10 000 euros, 15 000 euros, mes clients ils me payent à temps, donc voilà comment ça fonctionnait. Quand on est à la création, dans n'importe quelle création, le gros problème, c'est toujours de savoir bah, ma trésorerie, comment ça va se passer dans les premiers mois. Quels vont être mes besoins? Et donc mon fonds de roulement, quel va être ce besoin dans ce fonds de roulement, de se dire, bah voilà, je sais que mes clients ils vont me payer à 60 jours, et ben les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois, il faut que je prévoie la trésorerie nécessaire pour payer mes charges fixes. J'ai mes loyers à payer, j'ai l'EDF à payer, j'ai l'eau à payer, j'ai l'assurance à payer, j'ai le banquier à payer, j'ai les salariés à payer, mais le chiffre d'affaires il n'est pas encore rentré. Et ça, la gestion de la trésorerie, c'est souvent le gros problème. Et sachez une chose, c'est que le banquier, il n'aime pas revoir le créateur 2 mois après en disant monsieur le banquier, excusez-moi, on avait prévu 10 000, mais là je me suis complètement planté, c'est pas 10 000 qu'il me faut, c'est 20 000. Ça, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop parce qu'on se rend compte que la personne qui est en face de nous, elle a mal appréhendé son projet. Alors on peut se rejeter aussi la faute, se dire le banquier il aurait dû nous prévenir que c'était pas 10 000 qu'il fallait, mais c'est bien 20 000. Donc c'est pour ça que quand vous irez voir votre banque, c'est un élément sur lequel il sera très attentif et il vous demandera de préciser clairement comment vous avez examiné, identifié et viabilisé ce besoin de trésorerie. Et un des troisièmes échecs que l'on peut voir, c'est un prix d'achat qui est trop élevé des actifs, de vouloir acheter un fonds de commerce 150 000 euros alors qu'il en vaut réellement 120 000 euros. D'acheter un matériel 20 000 euros alors que vous pouvez en avoir un autre, le même, à 10 000 euros.
Et ça, c'est vrai que c'est un problème parce que forcément, plus les prix sont mal estimés, plus forcément votre prévisionnel, vous serez obligé d'augmenter le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc voilà, qui vous amènera peut-être vers un optimisme démesuré. Donc c'est pour ça que la négociation de ces prix d'achat sont des éléments très très importants. S'installer aussi, c'est faire face à des aléas économiques et financiers et se donner les moyens de réussir. Une préparation minutieuse du projet. Quand on dit minutieuse, effectivement, nous on préfère voir des gens qui ont mûri leur projet, voilà, qui ne viennent pas, entre guillemets, on voit des personnes qui viennent nous voir, je me suis levé ce matin, j'ai envie de créer mon entreprise. Bien, mais ça se prépare. Ce type de projet, ça se prépare longuement, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Il y a les banques à aller voir, effectivement, il y a tous les partenaires à côté, il y a les experts comptables, il y a souvent des études de marché à faire. Dans le cadre d'un rachat de fonds de commerce, il faut examiner la concurrence, il faut voir comment ça se passe. Est-ce que c'est l'entreprise qu'on va racheter, c'est la bonne entreprise? Est-ce que tout va bien se passer? Et donc, le prévoir avec une préparation minutieuse. Moi, je préfère qu'une personne vienne me dire, le projet, voilà, on est à octobre 2013, eh bien, je pense me lancer en mars, en avril, en juin 2014. Plutôt que venir me voir en disant, on est en octobre, et là, le 1er novembre, il faut que je sois installé. Et ça va faire qu'un mois que je réfléchis véritablement à mon projet. Un projet, ça se mûrit. Et on est souvent amené, le créateur est souvent amené à revoir sa copie plusieurs fois. Déjà, avant d'aller voir le banquier, il a à mûrir ce projet-là. Il faut une approche critique de ces différentes composantes, du business plan, des prévisionnels de trésorerie. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir mettre sur une feuille blanche ce que vous pensez faire, mais il faut aussi en faire la critique. Et la critique, vous pouvez la faire vous-même, mais vous pouvez le faire aussi via un réseau d'accompagnement. Donc ça va être l'expert comptable, naturellement. Ça va être des partenaires comme Bretagne Active ou Oseo. Ça peut être des plateformes d'initiatives locales. Ça peut être des réseaux type Entreprendre Bretagne ou Entreprendre au féminin, qui sont là aussi pour vous donner un regard extérieur. Alors, ça peut être de la famille, des personnes de votre famille aussi, qui ont un regard sur ça. Il faudra toujours prendre d'un bon sens toutes les critiques que vous pouvez avoir. Et dès lors, vous irez voir la banque et que vous nous aurez indiqué que votre projet, vous êtes peut-être à la version 4, 5 ou 6, que vous êtes fait accompagner de la meilleure des manières. Moi, en tant que banquier, j'aurai un œil, on va dire, un peu plus avisé en disant la personne que j'ai en face de moi, elle a bien mûri son projet. Et donc, effectivement, l'accompagnement avec des structures locales et de parrainage est pour nous un élément très, très important. Un des points aussi d'aléa économique, c'est la dimension acceptable des moyens financiers mis en œuvre. Le fameux apport et le rapport apport sur endettement. Alors, je ne vais pas vous annoncer de chiffres, parce que on dit toujours, monsieur le banquier, vous voulez combien d'apports? Je vous en mets 20, je vous en mets 30, je vous en mets 40%. Vous mettez déjà ce que vous pouvez mettre. Voilà, tout le monde ne peut pas mettre un apport qui correspond à nos attentes. Mais on considérera toujours, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez un investissement personnel qui est important. Donc déjà, il faut que vous nous montriez que votre investissement personnel il est important, mais il faut aussi que l'investissement financier soit présent au rendez-vous. Et donc dans ce cas-là, selon chaque projet, on demandera un niveau d'apport qui est différent. Et plus on vous demandera de l'apport, plus le banquier considérera que le risque doit être minimisé de sa part. Et c'est pour ça que souvent, une des adéquations, c'est de pouvoir dire, vous avez des structures d'accompagnement qui peuvent vous apporter des prêts d'honneur. Le CMB, par exemple, on a une fondation qui s'appelle Arconsol qui peut permettre d'avoir des prêts d'honneur et des dons. Mais aussi, le niveau de garantie que vous allez pouvoir nous donner en échange, entre guillemets, peut nous dire, on était prêt à accepter un apport de 30%, on le réduit à 20%. Mais en contrepartie, nous considérons que la garantie que vous nous apportez est de qualité. Pourquoi on en parle de ce niveau-là? Parce que si vous nous dites, on peut prendre l'exemple d'un achat de fonds de commerce de 150 000 €. Vous l'avez considéré à ce prix-là, à 150 000 €. Qu'est-ce qui me dit, moi, en tant que banquier, que dans 2 ans, ce fonds de commerce vaudra toujours 150 000 €? Il vaudra peut-être 300, il en vaudra peut-être plus que 100. Parce que le fonds de commerce, il y a du corporel et il y a de l'incorporel.
Dans la corporelle, il y a le fonds de clientèle. Quelle valeur je donne à ce fonds de clientèle? Et donc, si vous apportez un certain nombre de pourcentages en disant j'apporte, allez, sur 150 000 euros, j'apporte 30 000 ou 40 000 euros, le banquier dira bah oui, moi j'ai plus que 100 ou 110 000 euros à financer. Et bien dans ce cadre-là, effectivement, la garantie que je solliciterai pourra me faire dire que bon, si la valeur du fonds dans 2 ans elle est plus que de 110 000 ou 120 000 euros, et ben mes prêts seront quand même couverts. Sur les financements, 2 styles de financement, parce que souvent dans une création, oui, vous êtes obligé d'aller voir le banquier, hein, ça c'est indéniable. On peut vous proposer, nous, 2 types de financement. Donc les financements à long et moyen terme, qui seront sur des investissements matériels, immatériels, financiers. Alors, souvent dans le cadre de la création hors immobilier, hein, on est sur des financements qui vont jusqu'à 7 ans. Donc voilà, c'est un peu la norme. Il y a une espèce de règles tacites entre banquiers pour dire on finance les rachats de fonds de commerce ou les installations jusqu'à 7 ans. Bon, par contre, un créateur qui viendra me voir et qui a juste besoin d'une fourgonnette et un peu de matériel, je ne lui financerai pas sur 7 ans non plus. J'aurai une logique par rapport à l'amortissement comptable de dire voilà, un véhicule s'amortit sur 4 ans ou 5 ans. Eh bien, essayons de faire que le financement soit remboursé sur 4 ans ou 5 ans. Et éventuellement du court terme. Alors, le terme éventuellement n'est peut-être plus approprié, et surtout du court terme à côté. Parce qu'on parlait tout à l'heure de besoin en fonds de roulement. Alors le besoin en fonds de roulement, on peut le financer dans votre plan de financement directement, en disant voilà, j'ai besoin de 10 000 euros pour gérer ma trésorerie. On peut le financer dans le prêt initial, mais on peut aussi dire voilà, sur ces 10 000 euros, il y a 5 000 euros que l'on finance dans le prêt initial et 5 000 euros qu'on met sous une forme autre. Donc financement autre, ça peut être une autorisation de découvert, ça peut être faire face à du factor, ça peut être la remise à escompte, ça peut être mise en place d'un système de prélèvement qui vous permet indirectement là d'utiliser ce court terme-là à bon escient. Parce qu'un moyen terme, un financement à moyen terme, si je vous finance 100 000, les 100 000 vous les débloquez aussitôt, et donc dans l'absolu vous les payez pendant les 5 ans ou les 7 ans. Un court terme, si vous mettez en place une ligne de court terme de 5 000 ou 10 000 euros, vous ne payez que sur ce que vous utilisez. Pardon. Elle est dite celle-là. Bon. Et donc, forcément, en disant je finance du court terme, une partie en court terme, ça vous permet de ne pas cumuler d'intérêts financiers à avoir à la banque et donc d'alléger vos charges. Vous ne payez que sur ce que vous utilisez. Voilà. Sur les financements, donc, tout plan de financement d'un projet de création ou de reprise doit privilégier la constitution d'un fonds de roulement, c'est ce que je vous ai dit, hein, et c'est surtout gage d'une indépendance financière. Donc c'est sûr que si vous revenez le voir banquier 3 mois plus tard en disant je me suis trompé dans la trésorerie, je parle pour le Crédit Mutuel, mais je parle aussi pour mes confrères, bon, je pense que voilà, vous c'est pareil, hein, quand quelqu'un va vous voir en vous demandant quelque chose et que 2 mois plus tard on vient vous voir en demandant de rallonger la sauce, pour quelque chose que ce soit, vous n'êtes pas d'accord. Nous, c'est pareil. On a la même logique. Donc les financements, c'est des offres de financement appropriées à l'installation couvrant les investissements et parts de BFR. Donc nous, on fait des prêts bancaires à taux préférentiel, les autres banques aussi, hein, je ne vais pas le cacher non plus. Hein. Mais c'est vrai que dans le cadre de la création, il est clairement indiqué que nous privilégions les personnes qui sont accompagnées. Donc qui sont accompagnées soit par Oseo, soit par Bretagne Active, soit par les plateformes d'initiative. On a des taux, nous, de réussite au CMB qui nous font dire qu'un créateur qui est accompagné a 15% de chance en plus d'être là dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc accompagné, ça veut dire qu'on sent que votre projet, voilà, il a été vu par plusieurs personnes. Vous avez des personnes qui ont un œil critique, qui vous aident avant la création, mais aussi dans les premières années, voire la deuxième année de la création. Et donc ça, pour nous, ça veut dire que le coût du risque est moins important pour la banque. Et ben, le coût du risque, on ne vous fait pas supporter, donc on indique à des taux, des conditions préférentielles. Et dans l'installation, alors je vous mets ça, je passe rapidement parce que je ne suis pas là pour faire la publicité du Crédit Mutuel de Bretagne.
tout ça pour vous dire que l'installation, ce qui est important, c'est le plan de financement, c'est le financement naturellement, mais il n'y a pas que ça. La banque, elle est là aussi pour vous accompagner sur d'autres aspects. Et là, pour vous accompagner forcément sur la gestion de votre quotidien, on peut prendre le cas de terminal de paiement, par exemple. C'est bien d'avoir des clients, mais il faut aussi qu'ils vous payent. Comment ils vous payent? Ben, voilà, la banque est là pour vous proposer aussi des outils. Ça peut être du paiement sur Internet, bah, pareil. Qu'est-ce que je mets en place pour que le paiement sur Internet, ça se passe bien? Les banques sont là aussi pour vous accompagner. Ça peut être aussi, on a parlé d'investissement à moyen long terme, eh bien, ça peut être aussi dans le cadre de biens immobiliers via du crédit bail. Donc ça aussi, c'est un moyen qui peut être assez important. La location financière aussi, c'est de dire, est-ce que j'ai besoin d'être propriétaire de ce bien-là? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas que je le loue, et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand il est obsolète, je le remplace, mais il n'est pas dans mon actif. Donc ça, c'est des points qui peuvent être importants. Et donc, dans notre offre de financement Install Pro, pour les plans de financement qui sont inférieurs à 45 000 €, nous, on intègre directement les prêts à la création d'entreprise. Prêts à la création d'entreprise qui sont dispensés par Oseo. Et ils vont vous en parler. Oseo, pardon, BPI France, je m'en excuse pleinement. Il va falloir plusieurs mois avant qu'on change notre terme sur ce niveau-là. Merci. Oui, donc effectivement, Pascal a cité souvent Oseo. Aujourd'hui, ça s'appelle BPI France. Il y a eu un changement de nom, un rapprochement de plusieurs structures qui sont Oseo, CDC Entreprises, FSI Région, pour créer BPI France. Et bon, la mission reste la même. Sur le prêt à la création d'entreprise, donc c'est effectivement un prêt qui... ouais, d'accord. C'est effectivement un prêt qui est délégué aux banques, hein, donc à toutes les banques de la place. Globalement, ça veut dire que ce sont les banques qui distribuent ce prêt à la création d'entreprise, qui est fait par BPI France. Ce PCE, il est... alors, Pascal l'a très bien dit tout à l'heure, hein, on voit fréquemment dans les plans de financement, dans les créations, notamment les créations ex nihilo, le poste besoin en fonds de roulement qui est sous-estimé, hein, c'est clair. Donc des besoins de trésorerie qui apparaissent par la suite et qui ne sont pas couverts, ce qui est embêtant. Le PCE, il est en partie fait pour cela, pour couvrir ce besoin en fonds de roulement. Il ne faut pas hésiter à prendre ce prêt en complément du prêt bancaire qui va couvrir les besoins classiques de financement matériel divers pour financer effectivement les besoins de trésorerie liés à l'activité, à l'exploitation. Donc, c'est un prêt donc, sur 5 ans, dont 6 mois de franchise, sans garantie et sans frais de dossier. Donc, bon, l'intérêt, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de garantie prise sur le prêt. Ça vient compléter, bien entendu, l'offre bancaire, hein, puisqu'il faut que le banquier aussi fasse un prêt minimum de 2 fois le montant, hein, du PCE. Donc c'est vraiment en complément sur des plans de financement qui sont... alors on est sur des taux, hein, qui sont identiques à ceux de la banque globalement, hein, avec un plancher selon les mois. On est sur un plan de financement qui est plafonné à 45 000 €. Donc ce PCE ne peut intervenir que si le plan de financement global n'excède pas 45 000 €. Donc on est sur des besoins qui ne doivent pas excéder 45 000 €. Sinon après on passe sur d'autres types de prêts, mais pas ce PCE. Voilà, donc ça va très vite en termes de mise en place, puisqu'il y a des accords qui sont délégués aux banques. Donc à partir du moment où la banque est d'accord pour vous financer, le PCE il est accordé dans la foulée, hein. Il y a vraiment une modalité de mise en place du PCE qui est très, très rapide. Voilà ce qu'on peut dire sur le PCE. Merci Bruno. Donc c'est vrai que nous, le PCE, c'est quelque chose
qui nous a été délégué, subdélégué aux différentes banques. Donc c'est nous qui sortons, c'est les banques qui sortent l'offre bancaire, qui l'a fait l'offre PCE, qui l'a fait signer, qui s'occupe de demander le déblocage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose nous qu'on a intégré directement parce qu'effectivement ces 7 000 € là, quand on peut aller jusqu'au maximum, permettre de, entre guillemets, de dire voilà, le besoin en fonds de roulement il est financé par le PCE. Donc on l'a prévu, voilà, s'il est de 7 000 €, 5 000, 7 000 €, il est financé par le PCE et la banque, elle, peut se concentrer, on va dire, sur tous les actifs corporels ou incorporels. Juste pour la petite histoire, je vous ai remis un schéma de reprise d'entreprise, des choses que l'on voit de plus en plus, parce que dans la création, il y a aussi les schémas de reprise d'entreprise, où là, vous avez le montage avec l'actif et le passif, où dans le cadre de l'actif, vous avez des titres de participation, donc j'achète des parts de société, et puis en face, je mets du capital, donc mon apport, et je mets des prêts moyen-long terme. Et donc souvent, de plus en plus, dans le cadre de rachat de société, on voit que ce rachat de société est fait également par une autre société, qu'on appelle généralement une société holding, où seront logés ces fameux titres. Et ces sociétés holding, on la finance nous directement, soit par un prêt, ou vous, investisseurs, vous allez mettre votre apport dans cette holding. Ça vous permet quoi? Ça vous permet souvent dans ce cadre-là d'être à plusieurs pour financer un rachat de société. Donc voilà, si vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes plusieurs, il vaut mieux créer une société ensemble pour acheter une autre société. Ça vous permet aussi d'avoir des remontées de dividendes. Voilà, la société d'exploitation fait 50 000 € de résultats. Elle a besoin de 40 000 € pour rembourser les prêts tous les ans. Eh bien, ça remonte directement sur la holding et les dividendes ne sont pas fiscalisés. Alors que si c'est vous qui sortez l'argent à titre personnel pour dire voilà, les 40 000 €, ils sont pour rembourser mon prêt que j'ai fait à titre personnel, eh bien, ils seront fiscalisés. Hop, je continue. Alors, sur les schémas de reprise de garantie, on vous remet une analyse fine des capacités de remontée de dividendes de la société acquise et nécessaire. Forcément, s'il y a besoin de 40 000 €, ça ne sert à rien de remonter 80 000. Il vaut mieux les laisser dans la société d'exploitation en trésorerie pour pouvoir l'utiliser. Il faut un niveau d'endettement nécessitant de mobiliser la totalité de la capacité bénéficiaire de cette dernière est à proscrire. Si le résultat de l'entreprise est de 50 000 €, il ne faut pas qu'il soit en totalité absorbé par le remboursement de l'emprunt. Il faut toujours une marge de manœuvre. Si vous partez sur un prévisionnel qui vous dit il faut que j'ai 50 000 € de remboursés pour rembourser les prêts que j'ai faits, ça veut dire qu'il vous reste zéro. Ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur. Et ça, dans une entreprise, on sait très bien qu'à la création, on pense que ça va se passer comme ça. On espère que ça va se passer comme ça, mais ça ne se passe jamais comme ça. Des fois, ça se passe beaucoup mieux. On avait prévu 100 000 € de chiffre d'affaires prévisionnel et on est à 150, 200 000 €. Des fois, on avait prévu 300 000 € de chiffre d'affaires et on y est pile poil. Des fois, on avait prévu 300, on n'est qu'à 250. Et il y a surtout les aléas de la vie qui font que des fois, j'avais prévu tel type de charge, je vais en avoir plus. J'avais prévu qu'un salarié, mais en fin de compte, il m'en faut un deuxième. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut que vous ayez une marge de sécurité. Donc votre résultat, s'il vous faut 50 000 € pour rembourser la banque tous les ans, ce n'est pas 50 000 € de résultat que la société d'exploitation devra faire, c'est 50 000 € plus 10 000, 15 000, 20 000 € pour que vous ayez cette marge de manœuvre. Et donc forcément, toute remontée de trésorerie vers la holding ne doit pas affaiblir la société acquise, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Si vous devez pomper tout ce qu'il y a sur le compte pour payer les prêts, ça ne le fera pas. Alors les garanties demandées vont porter prioritairement sur l'objet financé. Elles s'avéreront suffisantes ou insuffisantes selon la valeur de l'actif financé, le quotité de financement, la forme juridique de l'entreprise. Donc on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si c'est une entreprise individuelle ou si c'est une société, on n'aura pas du tout la même demande sur les garanties qu'on vous sollicitera, alors que le projet peut être complètement identique. Selon la valeur de l'actif financé aussi. Si on ne finance que de la trésorerie, forcément la trésorerie, quelle valeur ça a? Un fonds de commerce, quelle valeur ça a? L'exemple que je vous citais tout à l'heure, un fonds de commerce qu'on finance à 150 000 €, est-ce qu'il vaut vraiment 150 000 €?
Une voiture qu'on vous finance, elle vaut, ou une camionnette, elle vaut 20 000 euros quand vous l'achetez. Vous savez très bien que quand vous sortez du garage, c'est plus 20 000 euros qu'elle vaut, c'est 5 000 euros de moins. Donc ça, on doit le prendre en compte aussi en tant que financeur. Et donc sur tous les besoins que vous allez avoir, sur tous les actifs que vous allez avoir, on doit avoir un œil critique, nous, sur l'actif, la valeur de l'actif réel que ça peut avoir. Et donc forcément, selon la valeur de l'actif, eh ben, les garanties, on les mettra en parallèle et en adéquation. Alors forcément, il y a la garantie personnelle du dirigeant, ou pas. Certaines personnes sont prêtes à mettre leur garantie, de dire je suis prêt à cautionner 20 000, 30 000, 40 000 euros. Ça a un avantage, c'est que ça n'a pas de coût. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut avoir un désavantage de dire voilà, je n'ai pas envie de m'engager plus personnellement. Et donc forcément, on peut avoir recours à d'autres solutions, parce qu'on n'est pas arc-bouté sur le fait que voilà, la caution du dirigeant est essentielle, nécessaire, obligatoire, et que si on ne l'a pas, on ne fera pas le dossier. On peut comprendre très bien que la garantie n'est pas la caution du dirigeant. Voilà, personne n'aime dire oui, je veux bien signer pour m'engager personnellement à hauteur de 50 000 euros. Bon, déjà, si quelqu'un aura eu un apport personnel important, et ben voilà, on considérera déjà qu'il a fait un effort à ce niveau-là. S'il y a zéro apport, et si en plus il ne veut pas mettre ne serait-ce qu'une petite partie de caution personnelle, et ben voilà, ça fait un double inconvénient en tant que banquier. Mais on peut avoir recours à d'autres solutions. On n'est pas arc-bouté sur nos décisions. Je me dépêche, Hervé, n'inquiète pas, tu auras le temps de parler, je te le promets. J'y arrive. La garantie bancaire. Donc, dans le cadre d'une demande de prêt bancaire, le partenaire bancaire de l'entreprise exige généralement des sûretés lui permettant de couvrir partiellement son prêt. Voilà, des sûretés. Les sûretés prennent la forme de garantie de caution personnelle, de nantissement ou de gage sur bien. La plus connue, c'est la garantie hypothécaire. Donc ça, c'est une sûreté, ce qu'on appelle une sûreté réelle. Mais il peut y avoir effectivement le gage sur le véhicule. Sur le fonds de commerce, ça peut être le nantissement du fonds de commerce. Donc c'est une espèce de gage sur le nantissement de fonds de commerce. Vous achetez un restaurant 150 000 euros. On se garantit sur ce nantissement de fonds de commerce. Dans 5 ans, si vous revendez ce restaurant-là, eh bien, et s'il reste un prêt à la banque, ils seront les premiers à être remboursés. Donc s'il reste 30 000 euros, vous savez que sur la vente du fonds de commerce, il y aura les 30 000 euros viendront solder le prêt. Donc ça, c'est des coûts qui sont relativement réduits. Diverses raisons peuvent inciter aussi l'entrepreneur à limiter la portée de ses engagements au titre de garantie ou de sa caution. Donc, souvent, c'est le refus du conjoint. Monsieur, on va dire madame veut créer son entreprise, mais monsieur est d'accord, mais monsieur dit t'es gentil, mais nous on a notre maison, on veut pas l'engager. Alors, il faut limiter les rapports aussi de caution. Quand on demande une caution de 20 000 euros, c'est pas pour ça que je demanderais à la personne, si ça se passe mal, de vendre sa maison. Il faut quand même... Voilà, faut limiter un petit peu tout ça, quoi. Et moi, en tant que banquier, je ne demanderai jamais, au grand jamais, à garantir la maison, un financement professionnel de 50 000 euros. Je ne prendrai jamais la garantie hypothécaire sur la maison personnelle. Si on vous propose ça, changez de banquier. L'engagement financier est déjà important au regard de l'emprunt demandé. Bah oui, si vous avez déjà apporté 50 000 euros, vous considérez peut-être que vous en avez déjà mis assez et que vous ne voudrez pas mettre en place de caution. Et donc dans ces cas-là, l'entrepreneur peut avoir recours à des organismes spécialisés qui sont sur ma gauche, sur votre droite. On en a 2 avec nous, BPI France, Bretagne Active, et on cite aussi, toujours la CIAJ aussi, qui est un organisme aussi de contre-garantie avec lesquels, moi, banquier, je travaille aussi très, très régulièrement. Donc vous voyez, juste pour la petite histoire, on se connaît assez bien parce qu'on est quand même en contact régulier avec BPI France ou Bretagne Active. On a des échanges réguliers sur les dossiers. Nous sommes leurs prescripteurs, entre guillemets, toujours en accord naturellement avec l'emprunteur. Mais on échange toujours. Et donc d'avoir leur regard sur les dossiers aussi, ça nous permet, nous banquiers, de soit se dire effectivement, on y va parce que j'ai Hervé qui m'a dit sur ce dossier-là, oui, on a eu la même chose à tel endroit, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ou non, il faut peut-être mieux qu'il le monte de telle manière ou telle manière parce qu'on a eu un autre cas aussi. Et ça nous permet aussi de mieux conseiller les créateurs d'entreprises. Et je crois que je dois laisser la parole.
Ah, il est gentil, Pascal. Non, 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 allez, tu vas même changer le truc. Comme ça, au moins, si je parle trop, il pourra changer. Vous me direz si je suis plus du tout en rapport avec ce qu'il y a de marqué sur l'écran. Alors, oui, vous avez bien compris que les banquiers, ils étaient hyper sympathiques, mais effectivement, ils souhaitent avoir des garanties pour les prêts qu'ils vont pouvoir vous octroyer. Ce qui est bien normal, parce qu'effectivement, l'argent qu'ils prêtent, ce n'est pas le leur. Ceci étant, je crois qu'il faut mieux s'abstenir sur tout ce qui est caution solidaire, c'est-à-dire caution de vos conjoints, de vos parents. Alors même si effectivement la femme de Pascal voulait s'installer et Pascal a refusé de mettre la maison en gage, hein, c'est bien ce que j'ai compris, vous aussi je suppose, mais de fait, il vaut mieux éviter ça. Et il y a des organismes qui sont là pour ça. Alors il y a BPI France. Bruno représente BPI France ici. Il y a aussi la CIAJ, ils sont présents sur un stand qui est plus loin. Et il y a aussi Bretagne Active. Donc effectivement, ce sont des organismes spécialisés dans la garantie bancaire. Et il me semble qu'il est intéressant pour vous de pouvoir les prendre, pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, ça va vous permettre de limiter vos engagements personnels. Donc ça, c'est déjà important, parce que ça veut dire que si vous avez amené déjà un apport personnel de X milliers d'euros suivant le montant du plan de financement qui est le vôtre, vous allez pouvoir limiter les dégâts, si j'ose dire, si dégâts il devait y avoir à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir limiter les dégâts, puisqu'effectivement l'organisme de garantie sera là pour pallier des éventuels impayés. Donc effectivement, c'est bien pour vous de limiter cet engagement à votre apport personnel et si possible limiter tout ce qui pourrait arriver de malencontreux par derrière. Ça permet aussi de pallier à une absence de patrimoine, parce que même si effectivement, comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est pas souhaitable qu'une maison, si vous êtes propriétaire, soit engagée, n'empêche que cela peut arriver. Et dans le cadre d'une affaire personnelle, par exemple, il s'avère que de temps en temps, le patrimoine du porteur de projet ou de la porteuse de projet se retrouve engagé de fait, puisqu'on est dans une affaire personnelle. Et puis, hop là, la maison peut y passer. Donc effectivement, autant pallier à tous ces problèmes-là. Et effectivement, si vous n'avez pas de patrimoine pour le coup, autant avoir recours à quelqu'un qui se porte garant pour vous. En plus de ça, je pense que ça crédibilise le projet de l'entrepreneur. En effet, Pascal disait tout à l'heure qu'on pouvait s'apporter entre banque et garant un certain nombre d'éléments. Et de fait, le banquier reçoit un nombre de clients extrêmement important dans l'année, nous également de notre côté. Et on peut faire des recoupements sur ce qui marche mieux, sur ce qui marche moins bien, pourquoi ça marche mieux, pourquoi ça marche moins bien. Et ça permet d'avoir une vision croisée sur un dossier donné. Pratiquement systématiquement, on est en relation avec la banque qui est susceptible de vous faire le prêt. Ça nous paraît extrêmement important d'avoir la vision du banquier qui généralement est très positionné localement et connaît très bien le secteur géographique qui est le sien, alors que nous, on a une vision sans doute un petit peu plus large. Mais effectivement, nous, on va avoir aussi en magasin tout ce qui peut être sujet à casse et donc voir avec le banquier comment on peut arranger les choses. Donc ça crédibilise votre projet auprès du banquier, c'est indéniable. Le coût est généralement non prohibitif. Alors pour ce qui nous concerne, on est à 2% du montant garanti, une fois pour toutes à la mise en place de la garantie. Alors je m'explique, 2%. Ça peut vous paraître beaucoup. Ça ne vient pas augmenter le taux du prêt de 2%. Ce n'est pas du tout ça. C'est que si on vous garantit un prêt de 20 000 euros, on vous garantit 10 000 par exemple, ça vous coûtera 200 euros. Une fois pour toutes, et on n'en parle plus. D'accord ? Et on vous garantit pour une durée de 5 ans. En général, cette garantie, comme le disait Pascal également, elle facilite l'obtention de l'emprunt bancaire. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît. Donc le fait de se connaître et de croiser les regards, comme on le disait tout à l'heure, permet sans doute d'obtenir plus facilement un prêt bancaire. En plus, Pascal, quand il a affaire à Oseo ou quand il a affaire à Bretagne Active ou à CIAJ, il sait très bien que le taux de casse sera inférieur. Pour ce qui nous concerne, on sait qu'on a 85% des structures ou des entreprises qui nous font confiance, qui sont systématiquement là encore dans 5 ans. Ça veut dire que sur 100 entreprises qu'on va aider aujourd'hui avec le prêt bancaire du CMB et notre garantie à nous, on sait que 85% de ces 100 personnes seront encore là dans 5 ans. Donc effectivement, pour le banquier, je pense que c'est un bon moyen de limiter aussi son risque. Ensuite, merci, il est formidable, on n'a même pas besoin de lui demander, il suit bien.
Particularité de nos outils. Donc on a 2 outils principaux qui peuvent être mis à votre disposition. Donc là, je fais carrément de la pub pour mon activité, mais BPI fait quelque chose qui est finalement très proche. Et puis ils ont un stand qui est très grand en plus, vous ne pouvez pas le louper. Donc effectivement, comme moi j'ai un plus petit stand, parce que j'ai moins de moyens, c'est pour ça que j'en profite là maintenant. Alors, 2 outils principalement. Le fonds de garantie FAG, c'est France Active Garantie, puisqu'on fait partie d'un réseau national qui s'appelle France Active. Et la garantie FGIF, c'est le fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui, comme son nom l'indique, est réservé aux femmes. Donc les hommes, vous avez droit à l'autre, mais vous n'avez pas droit à celui-là. Par contre, les femmes peuvent bénéficier des 2. On peut cumuler les 2, c'est formidable. Alors, le fonds de garantie FAG s'adresse principalement aux demandeurs d'emploi et aux allocataires de minima sociaux. En fait, pour parler clair, ça s'adresse à tout le monde, sauf à ceux qui sont en CDI. Parce qu'effectivement, si vous êtes en temps partiel, si vous êtes en intérim, si vous êtes au chômage, pas de problème, on vous prendra. Et si vous devez faire une rupture conventionnelle demain, eh ben on vous prendra après-demain. Il n'y a pas de souci. Donc de fait, c'est à peu près ouvert à tout le monde, sauf quand vous êtes dans l'instant salarié en CDI. Aux porteurs de projets également qui sont créateurs d'emplois. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est dans un cadre de développement, si vous créez des emplois pour des personnes en difficulté. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. On ne va pas s'étendre là-dessus. Aux repreneurs d'entreprise. Alors, on a mis menacé de fermeture, mais pas seulement. Si vous reprenez le bistrot du coin ou le resto du coin ou le marchand de chaussures du coin, il n'y a pas de problème non plus. On pourra éventuellement garantir votre prêt. Alors, pour ce qui concerne les femmes, là, c'est un produit tout à fait particulier puisque c'est une garantie d'État, le FGIF, qui a été ouvert aux femmes depuis plusieurs années maintenant, puisqu'il est considéré, à juste titre d'ailleurs, que les femmes créent moins que les hommes, puisqu'on sait qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui souhaitent créer une entreprise, sauf qu'à la sortie, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 70% d'hommes qui créaient pour 30% de femmes. Donc l'État, depuis plusieurs années déjà, a voulu rééquilibrer un petit peu les choses, y arrive plus ou moins. Enfin, pour ce qui nous concerne, je peux vous dire que la moitié des créateurs chez nous sont des créatrices. Alors, autre particularité de Bretagne Active, effectivement, nous sommes une association. Donc, effectivement, on ne vous demande pas grand-chose, et ce qui explique sans doute le montant des commissions que je vous ai indiqué tout à l'heure. Puisqu'effectivement, nous sommes complètement subventionnés, soit par des fonds européens, soit par l'État, soit par la région, soit par les conseils généraux, par les communautés de communes, la Caisse des dépôts, etc. etc. Et j'en ai sûrement oublié là-dedans. C'est une garantie qui fonctionne avec toutes les banques. Alors, on aime bien le CMB, mais pas que. Même les autres, on les aime bien. Et puis, sachez que, comme l'a dit Pascal, mais on aime surtout le CMB, parce que je suis bien obligé, Pascal est là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Effectivement, on aime beaucoup, beaucoup le CMB, mais effectivement, on aime bien les autres aussi, parce qu'ils font à peu près la même chose. Mais moins bien, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Alors, petit avantage de notre garantie, y compris même par rapport à nos amis de BPI, c'est qu'on est une garantie à première demande. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous expliquer globalement comment fonctionnent les garanties, vous avez demain, alors on ne vous souhaite pas, mais ça arrive, hein, donc il faut le savoir, vous avez demain un dépôt de bilan, vous passez en liquidation, terminé, hop là, et on va faire jouer les garanties. Enfin, le banquier, Pascal, qui est gentil comme ça, mais pas toujours, va faire jouer les garanties. Alors quand il va faire jouer les garanties, il a plusieurs solutions. Si il a un nantissement de fonds de commerce, hop, il fait vendre le fonds de commerce. S'il a un nantissement sur du matériel, il fait vendre le matériel. Idem pour le véhicule, etc. etc. Et puis s'il y a des cautions personnelles, hop là, il va faire jouer les cautions personnelles aussi. Mais il nous a dit qu'il n'aimait pas ça, hein, vous avez bien retenu. Par contre, effectivement, après, il va faire jouer les organismes de garantie, ou en même temps. Alors, pour ce qui concerne BPI, BPI va arriver après, une fois que toutes les autres garanties, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, hein, une fois que toutes les autres garanties seront réalisées. Alors que nous, il va nous appeler en premier. Il va nous appeler en premier. Vous vous rendez compte ? Si on s'est porté garant à 65% sur son prêt bancaire, hop là, on paye 65%. Ce qui fait que les agios éventuels ne vont plus tourner que sur les 35%. Donc c'est un
avantage pour vous. Après, il fera jouer toutes les autres garanties, à savoir le nantissement de fonds de commerce, etc., etc. Mais par contre, nous, on payera directement et en premier. D'accord ? Et ça ne vous coûte pas plus cher pour autant. Donc effectivement, le coût, je ne reviens pas dessus puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Et petit intérêt aussi, c'est que la commission que nous vous demandons, elle n'est pas sur le montant du prêt, mais sur le montant de la garantie. Ce qui fait qu'elle est relativement faible, parce qu'on pourrait vous demander un taux moindre, mais sur la totalité, ce qui vous coûterait beaucoup plus cher. Voilà. Et je laisse la parole à BPI France, parce qu'il va me maudire. Merci Hervé. Oui, donc on va essayer de faire assez vite. Donc sur les garanties proposées par BPI France, donc effectivement, on peut prendre en charge en termes de risque de 40 à 70% du risque de la banque. Donc on a différents fonds de garantie pour ça, selon la typologie d'intervention. Donc si on est en création, en transmission, on a des fonds différents. Donc ce sont des fonds qui nous sont confiés par l'État et qu'on gère pour compte de l'État. Donc, en fait, plus le risque est fort, plus le taux de garantie est élevé. Donc, sur la création, on va à 60%, l'innovation, l'international aussi, la transmission 50%, le développement 40%. Et on est capable de monter à 70%, quelle que soit la finalité, en faisant intervenir la région, parce qu'on a un fonds de garantie régional qui nous permet de prendre jusqu'à 70% de risque. Alors, le bénéficiaire de la garantie BPI France, bien sûr, c'est la banque. C'est la banque qui se garantit, comme on l'a dit tout à l'heure. La durée de la garantie, c'est la durée du concours bancaire. Le plafond de risque maximum, bon, là, on est sur des montants quand même assez importants, puisque selon les fonds, on est à plus d'1 million de risques. Donc, on peut quand même intervenir sur des beaux projets. La tarification de garantie BPI France, on est sur des taux qui sont de l'ordre de 0,70% pour 50% de garantie. Alors 0,70% du montant global du prêt. Voilà. Donc effectivement, on n'est pas sur la même façon de calculer que nos amis. Mais bon, voilà, c'est un coût différent. Voilà, c'est pas les mêmes montants non plus. On est sur généralement des plus gros projets aussi. L'intérêt pour l'entrepreneur de passer par la garantie BPI France, c'est qu'effectivement, sa résidence. D'abord, on ne peut pas activer une caution solidaire de sa part à hauteur de plus de 50%. Donc, ça limite le montant de sa caution s'il donne sa caution à hauteur de 50%. À partir du moment où on intervient en garantie. Et sa résidence principale ne peut pas être actionnée. Donc ça protège la résidence principale de l'entrepreneur. Donc ça, ce sont les intérêts pour le chef d'entreprise. Notion de perte finale, effectivement, c'est ce qu'on disait, notre garantie est actionnée une fois que toutes les garanties ont été actionnées avant. Alors bon, le fonds création, bon, on a dit il y a plusieurs fonds. Il y a un fonds création, un fonds transmission, avec des quantités de garantie et des coûts un peu différents. Enfin bon. Quel niveau, simplement un petit focus sur le niveau d'apport, parce que bon, nous, comment on fonctionne en garantie? En fait, on reçoit le dossier de la banque. Donc c'est la banque qui fait l'étude. Parce qu'on ne peut pas voir tous les projets. Aujourd'hui, on doit intervenir en Bretagne sur plus de 4000 projets annuels. Donc, on a une petite équipe, on va voir tout le monde. Donc, on fait confiance aux banquiers qui voient les chefs d'entreprise. Et puis, on intervient, nous, on fait une étude derrière pour voir si on peut accompagner le projet. Donc, on a des délais de réponse qui sont très courts. En une semaine, normalement, on donne notre réponse. Et c'est vrai que là, je signalais quelques bases à peu près d'intervention. Quand on est sur des reprises de fonds de commerce, généralement, le niveau d'apport, c'est 20 à 25% d'apport. Quand on est sur de la reprise de titres, c'est 15 à 20%. Quand on est sur de la création pure, on est plutôt à 25-30%.
voilà à peu près les apports hein, qu'il faut normalement quand on veut reprendre une entreprise ou on veut créer une entreprise. Donc les bons réflexes, effectivement, c'est penser au crédit vendeur hein, dans le cadre d'une reprise. Donc là, effectivement, essayer de négocier avec le vendeur un crédit vendeur qui peut être sur toute la durée du prêt, hein, du crédit bancaire, voire in fine, donc payer à la fin du prêt. Ça permet effectivement de pouvoir donner un peu de souplesse au montage. On a dit tout à l'heure, effectivement, pour améliorer le niveau d'apport, faire intervenir les plateformes, hein, plateformes d'initiative locale, BRIT, le réseau Entreprendre, qui interviennent avec des prêts d'honneur et qui permettent effectivement de limiter le prêt bancaire. Bon, il y a un certain nombre de choses à regarder. Voilà, je pense que on intervient aussi sur des grosses transmissions en financement direct. Donc là, on n'a parlé que de la partie garantie, mais on peut aussi intervenir en financement direct. On a un contrat de développement transmission, donc jusqu'à 400 000 euros, qui nous permet d'intervenir aux côtés des banquiers, mais en financement, avec un prêt sur 7 ans, dont 2 ans de différé en capital. Hein, donc ce prêt, il permet effectivement d'avoir des charges de remboursement plus faibles les 2 premières années, puisqu'il n'y a pas de remboursement en capital. Donc ça donne de la souplesse au montage aussi. Voilà. Bon, c'est un prêt complémentaire au prêt bancaire.